Notre invité, donc je disais, à la tête du 4e distributeur français, il va nous dire comment va le pouvoir d'achat des Français justement, qui se serre la ceinture, quels sont les achats qui marchent, ceux auxquels les consommateurs renoncent avant de passer à la caisse de ces supermarchés. Il est aussi grand patron, ira-t-il au meeting du patronat dans quelques jours? Est-il prêt à contribuer à l'effort demandé aux Français? Bonsoir Dominique Schelcher. Bonsoir Marc Fauvel. Vous avez entendu sans doute Jean-Luc Borloo il y a quelques instants disant on a trop le nez dans le guidon, dans la taxe Zuckman, dans les chiffres du budget, dans l'immédiateté, et on oublie qu'il y a sans doute des réformes bien plus importantes à faire en France. Je voudrais vous entendre simplement sur le climat actuel aujourd'hui en France. Vous avez peut-être vu l'appel lancé par l'un des entrepreneurs les plus en vue, c'est un entrepreneur de la French Tech qui s'appelle Éric Larchevêque, qui dit aujourd'hui les riches sont devenus des boucs émissaires dans ce pays. Si j'étais un jeune, aujourd'hui, je quitterais le pays. Je leur conseille même, s'ils veulent créer leur entreprise, de quitter la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, par contre, je ne suis pas d'accord avec lui. L'ambiance, elle n'est pas bonne. Elle est difficile. Elle est en partie anti-entreprise, ça c'est clair. Mais il ne faut pas quitter la France. Il faut continuer à se battre. Et c'est d'ailleurs le mot d'ordre que moi je donne à mes 1200 patrons. On est une coopérative de commerçants indépendants. J'ai 1200 patrons en face de moi. Je leur dis, faisons preuve d'optimisme, pas béat, mais de combat. Ça va pas si mal que ça. Mais la consommation alimentaire, elle tient. C'est un des derniers éléments. La France va pas si mal que ça. Pas au point de devoir la quitter, en tout cas. Mais non, et surtout pas. Et c'est pas quand ça va mal qu'il faut partir. Il faut rester et se battre et essayer de changer les choses. Et par contre, je rebondis sur M. Borloo à l'instant. Je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut reconstruire beaucoup de choses. C'est pas des rustines, effectivement, qui permettront de régler, je pense, la situation actuelle. Faut réécrire beaucoup de choses. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que ce qu'on a construit était sur des bases d'une France qui a beaucoup changé. La France, elle vieillit à une vitesse grand V. Il y a moins d'actifs pour financer les retraites, etc. Il faut réécrire tout ça, et vite et rapidement. Quand vous voyez les sondages, sans même parler de la taxe Zuckman, on va en dire un mot tout à l'heure, est-ce que vous vous dites pas que Sophie Binet a raison, la patronne de la CGT, quand elle dit « les patrons ont perdu la bataille des idées ». Quand vous voyez par exemple l'immense majorité des Français qui se dégagent pour dire qu'il faut taxer davantage les entreprises, vous avez perdu la bataille des idées. Pas vous, hein. Je suis là pour faire passer des idées, dire que je ne suis pas d'accord, et passer d'autres messages. Et on peut notamment, par exemple, si vous voulez, parler de la taxe Zuckman et pourquoi, bien que je ne sois pas du tout concerné par cette taxe, vous ne la pas, vous. On ne serait pas concerné, aucun des patrons de chez U, mais on est par principe contre quand même. Pourquoi? Parce que en France, il y a plusieurs choses. Un, on ne serait pas concerné. Deux, je suis tout à fait d'accord pour le sujet de justice fiscale, il en faut, et il y a des propositions à faire, mais pas celle-là. On ne peut pas taxer l'outil productif. Je prends cet exemple, Monsieur Fauvel. Imaginez un instant qu'on vous dise à vous, écoutez, vous payez des impôts sur votre salaire, mais vous avez une belle maison à côté. Et donc, on invente la taxe Zuck Maison, où on dit, voilà, on va vous taxer sur la valeur de votre maison. Et chaque année, on nous demandera de prendre 2%. Exactement. Et si vous n'avez pas l'argent sur vos comptes, on va vous dire, vous le donnez à l'État. C'est ça qu'on a dit aux chefs d'entreprise. Dominique Schelcher, vous nous dites, oui, j'entends le besoin de justice fiscale. La taxe Zuckman, il ne fallait pas parce qu'elle touche le patrimoine professionnel. À la place, vous souhaitez quoi? Vous êtes prêt à quoi, plus exactement? Prêt, je pense que sur le patrimoine privé, il y a sans doute des rééquilibrages à faire. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit. Je vais augmenter et baisser des taxes, donc je pense qu'il y a des choses à faire sur ce plan-là. Mais pour moi, la réforme la plus importante à faire, c'est celle dont vous venez de parler il y a quelques minutes. C'est de baisser le coût du travail, les charges sur le travail et de trouver des solutions à ce niveau-là. Parce que votre introduction, c'était comment vont les Français? Les Français, en partie, ils vont mal, notamment parce que les salaires n'ont pas assez bougé ces derniers temps, qu'il faut se remettre en cause. Mais une des façons de se remettre en cause, c'est que les charges, à la fois salariales et patronales, coûtent moins cher. À la fois patronales et salariales. Vous savez, si on raye des lignes sur la feuille de paye pour que le salaire net augmente, soit on attaque les cotisations patronales, soit on attaque les cotisations salariales. C'est pas la même chose. Soit on fait, entre guillemets, un cadeau aux entreprises, soit on fait, entre guillemets, un cadeau aux salariés. Lesquels on supprime? Je rappelle d'abord un chiffre. En 1970, un salarié touchait 69% de son super brut en net. 69% de l'ensemble des charges patronales et salariales. Aujourd'hui, c'est 54%. Parce qu'on fait trop porter au travail
le coût de notre protection sociale, et ça, faut le remettre en cause. Donc, il faut retravailler. Là, j'entendais que la piste, c'est la CSG, mais il y a peut-être d'autres choses. Mais surtout, il ne faut surtout pas dire derrière, on va la remplacer par d'autres taxes. Il faut le remplacer par des économies. Mais vous avez entendu peut-être Mathieu Plane sur ce plateau, l'économiste, il y a quelques minutes, Oui. qui nous disait si on baisse d'1 point la CSG, 1 point, c'est-à-dire si on offre 1% de pouvoir d'achat en plus aux salariés, c'est 15 milliards. Je sais bien, c'est pour ça que je dis il faut réécrire la répartition, la prise en charge des coûts en détail, et c'est pas une petite mesure par-ci ou par-là, faut repenser le modèle en profondeur, couvrir différemment nos charges, les faire moins peser sur le travail pour redonner de l'air à un certain nombre de salariés. Et notamment à qui? Et ça, je tiens à le dire, ça n'a pas forcément été dit dans votre plateau tout à l'heure. Particulièrement à la classe moyenne, qui est celle qui, pour moi, au contact du terrain, dans mon magasin aussi, et quand je circule en France... Le magasin, il est en Alsace. En Alsace, absolument. Hein, toujours, absolument. Ouais. C'est elle qui souffre le plus. Le SMIC a été revalorisé régulièrement pendant cette période inflationniste. Ouais. Les prestations ont été revalorisées. Par contre, quand vous êtes une famille de la classe moyenne, vous avez plusieurs voitures, vous payez des impôts, votre salaire n'a pas forcément autant suivi, vous avez pris cette période en pleine face. Et eux, je considère qu'aujourd'hui, qu'ils souffrent le plus. Et là, il faut réagir. Et là, il faut faire des choses et bouger les lignes. Ouais, je reviens aux entreprises, Dominique Schelcher. En arrivant à l'Élysée, Emmanuel Macron a baissé assez massivement les impôts des entreprises, notamment l'impôt sur les sociétés qui est passé de 33 à 25%. C'est assez net. L'impôt sur le revenu n'a pas suivi la même trajectoire. Est-ce qu'il faut les remonter, ces impôts sur les sociétés, même provisoirement? Les prélèvements obligatoires sur les entreprises en France sont les plus élevés d'Europe. On est à plus de 45%. On ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est une moyenne. Vous avez raison, c'est une moyenne, mais toutes les entreprises ne payent pas le même taux avec des jeux, vous connaissez, de holding ou d'optimisation. C'est une moyenne, ce chiffre de 25. De 45. De 45 de 45. Ouais. On est au maximum. Alors après, s'il faut regarder des situations particulières ou des excès, peut-être faut-il les regarder. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais sur la petite entreprise, la PME, l'ETI, 45%, on ne pourra pas aller au-delà. Il faudra trouver d'autres solutions. Quand vous dites on ne pourra pas aller au-delà, si on augmente encore les impôts des entreprises, il se passe quoi? Il se passe quoi? La France est au ralenti actuellement. On va finir l'année avec un peu moins d'1% de croissance. En Espagne, ça doit être 2,3. En Italie, c'est plus. Mais pourquoi c'est plus? Parce que tous ces pays autour de nous, nos voisins, ont fait les réformes nécessaires. Parfois un peu sous le coup de la pression. Ces réformes, c'était quoi? Baisser drastiquement les dépenses publiques, parfois contraintes, redynamiser l'économie. Et aujourd'hui, elles retrouvent de la croissance, des moyens. Elles ont de la croissance et elles ont un poids de la dette aux alentours de 3%. Je tempère un tout petit peu ce que vous venez de dire. L'Espagne, ils l'ont fait aussi en investissant massivement dans la consommation, en redistribuant beaucoup d'argent, ce qui n'est pas tout à fait ce qui a été tenté en France ces dernières années. Mais tout à fait. Il y a tout un dispositif qui a été mis, des économies d'un côté et de la dynamisation de l'économie pour retrouver de la croissance. Mais c'est la preuve que c'est possible. Bon, une surtaxe temporaire a été mise en place sur les grandes entreprises cette année. François Bayrou avait envisagé de la reconduire, même s'il devait être temporaire, mais après tout, ça pourrait être du temporaire qui dure 2 ans. Si la mesure est reconduite, est-ce que vous montez sur une barricade demain matin? Mais je ne monte pas sur une barricade, mais je suis contre. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, on nous a dit elle va être temporaire pour une année. Et maintenant, on nous dit déjà elle va durer beaucoup plus longtemps. C'est tout le problème. Vous voyez, regardez, ces dernières semaines, partout, en fait, on a déplacé le sujet de trouver des économies à quelle taxe, quelle imposition on va mettre en place. Moi, je dis, prenons le problème à l'envers. Il faut d'abord trouver vraiment rationnellement, radicalement des économies. Et après, on peut retravailler toute la fiscalité et la rendre plus juste, bien sûr. Y compris celle des entreprises, la fiscalité? Mais y compris celle des entreprises. Je vous pose la question, est-ce que vous mettez toutes les entreprises dans le même panier? Vous n'êtes pas des petites entreprises. Les entreprises, ça veut tout dire et rien dire. C'est l'artisan boulanger, l'auto-entrepreneur, l'entreprise de taille moyenne et l'entreprise énorme. Est-ce que certaines de ces entreprises, pour vous aujourd'hui, peuvent supporter ce que d'autres ne peuvent pas supporter? Sans doute, sans doute. Et donc, les très grandes, évidemment. Et je ne suis pas là-dedans. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes une confédération de PME. Donc, les PME, les ETI souffrent actuellement. Toutes les ETI
qui sont exportatrices, qui ont des marchés à l'étranger, souffrent. C'est vraiment très difficile. C'est elles qui font que la croissance va être très difficile cette année. Donc on ne peut pas les imposer de manière supplémentaire. Il faut encore une fois réécrire, trouver d'autres solutions, faire en partie table rase d'un certain nombre de choses. Il a cité des dates importantes, votre interlocuteur précédent, 1945, 1958. Moi, je crois qu'on est un tournant de société et que les Français, quand on parle, ils veulent autre chose. Hein. De tout ce que vous dites là, je déduis, mais peut-être que je me trompe, que vous irez manifester avec le MEDEF dans quelques jours. J'y serai. J'y serai pourquoi? Vous y serez, le meeting qui est prévu le 13 octobre à Paris. Hein, le meeting du 13, pourquoi j'y serai? J'y serai pour défendre les entrepreneurs, défendre les entreprises, un peu contre l'ambiance qu'on a décrite tout à l'heure, mais contre aussi cette obsession de trouver des solutions uniquement en taxant plus, en imposant plus. C'est une obsession française. Supprimons des fonctionnaires plutôt que d'augmenter les impôts des entreprises. Mais non, mais on ne fera pas ça. Hier, le patron du MEDEF, Patrick Martin, disait qu'il y a trop de fonctionnaires dans ce pays, on pourrait en supprimer dès l'an prochain 70 000 en jouant sur les départs non remplacés à la retraite. Alors, on a parlé d'une mesure forte avant, réduire le coût du travail. La deuxième qui me tient particulièrement à cœur. Bercy nous dit que la suradministration, la complexité administrative, ça coûte 90 milliards d'euros. Ce que disait Jean-Louis Borloo il y a quelques... Il le dit lui aussi. Ouais. 90 milliards d'euros par an à la France. Mais attaquons-nous à ça. Ça doit faire consensus. C'est une façon simple, de faire des économies. Un autre exemple que je vous donne. Je suis contre toute taxe supplémentaire sur les entreprises françaises et surtout les moyennes, les petites, c'est pas possible. Par contre, taxons les importations comme l'a fait le président des États-Unis, les importations par exemple qui viennent de Chine. Ouais. Tous ces petits colis qui nous envahissent, 1,5 milliard de colis qui viennent directement de Chine par an. Avec des 1,5 milliard chaque année en France. 1,5 milliard chaque année en France. 600 avions chaque nuit dans l'ensemble de l'Europe. Plus de 90% des contrôles effectués avant l'été par les autorités montraient des produits non conformes dans ces petits colis. Aujourd'hui, ce que fait Mais Donald tout Trump, à fait, on est absolument naïf. Quand ils ont vu ça aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fortement augmenté les taxes et les droits douaniers à l'entrée. Je crois que ça a baissé de 40% le flux. Les Chinois ont reporté une partie chez nous. Exactement. Ouais. Ce flux arrive en Europe. Or, qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans? On avait construit un système de sécurité pour les consommateurs extrêmement fort. Là, on est en train de le faire exploser parce qu'on ne réagit pas. Mais ça, c'est la conséquence aussi de l'absence de gouvernement actuellement. C'est un exemple concret. Quand on nous dit il y a de l'attentisme et tout, tout le monde était d'accord. Même le Premier ministre en a parlé en disant il faut qu'on taxe, il faut qu'on agisse. On en parle depuis des mois, ça n'est pas fait. Donc, il faut le faire d'urgence. On peut taxer peut-être certaines très grandes entreprises françaises et il faut taxer en revanche les entreprises chinoises qui abusent en déversant des centaines de milliers de colis sur la France chaque année. Exactement, et pour qui c'est une stratégie et qui situation qui a un impact très fort sur le commerce français. J'ai utilisé un mot très fort à la rentrée qui est qu'il y a actuellement une décommercialisation en France. Ça veut dire quoi ? Décommercialisation, ça veut dire deux choses. La première, c'est que dans notre propre métier, la grande distribution, il y a des mètres carrés qui ferment. J'ai des confrères qui aujourd'hui ont des magasins trop grands qui ne rencontrent plus l'adhésion du public. On a vu ces images de centres commerciaux qui ferment. Et de centres commerciaux qui ferment. Décommercialisation. Autre exemple, le taux de vacances des boutiques en ville. 10%. Je travaille pour 2 ministres qui vont partir, mais on le remettra au prochain ministre, sur un rapport sur la redynamisation des centres-villes. Oui. Qui est une vraie question. Je dis ça parce qu'on a accusé les centres commerciaux d'avoir fait déserter les centres-villes. Et aujourd'hui, on voit que les centres commerciaux sont parfois désertés à leur tour à cause du commerce électronique. Exactement. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on pourrait le résumer comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. 10% de vacances des espaces commerciaux dans les centres-villes, 15% dans les quartiers de ville prioritaires. C'est la conséquence de tout ça. Comment on lutte contre ça ? Par une régulation plus forte, une protection. Ça ne suffira pas à remettre des boutiques d'habillement, vous voyez, qu'elles ferment les unes après les autres. Je suis d'accord, mais c'est un moyen d'avancer. Et après, il faut accepter que sans doute les centres-villes auront un visage différent demain, mais il y a des solutions et on fera des propositions dans le rapport dont je parlais à l'instant. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe dans vos supermarchés, ceux du groupe 1200, vous avez dit tout à l'heure. 1800 magasins avec 1200 patrons. Les derniers chiffres de l'inflation sont tombés aujourd'hui. Les prix de l'alimentaire ont augmenté le mois dernier d'1,7%. C'est-à-dire que l'inflation, c'est toujours pas fini aujourd'hui dans les rayons des supermarchés. Elle est infime.
On n'est film plus 1,7, ça dépend. Oui. On n'est plus dans le choc inflationniste. Par contre, c'est clair, le choc inflationniste n'est toujours pas digéré par les Français. Alors derrière ce 1,7%, il y a quoi? Il y a principalement, on va dire, 3 explications. C'est le café, le chocolat et la taxe sur les sodas qui est nouvelle depuis le 1er janvier, qui a fait augmenter ces produits-là. Ça, C'est ces 3 seuls produits qui expliquent beaucoup, les beaucoup. 1,7. Parce que d'un autre côté... On en boit du soda. Ouais. Après, il y a aussi une hausse importante des services, hein, parce que l'alimentaire est relativement faible sur les 12 derniers mois. Mais quand on regarde l'ensemble de l'inflation, on est dans une deuxième phase actuellement. Tous vos abonnements, le streaming de séries, etc., tout a augmenté. Mais là, j'ai bien redonné l'inflation sur les prix de l'alimentaire, Dominique Schecher. Donc, en baisse, vous avez tout ce qui est l'huile, des produits à base de blé ont baissé, tous les produits de droguerie, parfumerie, hygiène ont baissé. Sauf que ça ne se voit pas assez. Ça ne se voit pas assez parce que quand votre café, quand votre paquet de gâteaux au chocolat a encore fortement augmenté, ça vous frappe. Et 1 Français sur 2 pense qu'il y a encore une inflation très forte. Ça n'est plus le cas. Et donc, nous, on continue notre travail à les accompagner et ils sont présents dans nos magasins. En mois de décembre vont débuter les négociations annuelles avec les industriels. Comment ça se présente cette année? Vous avez déjà des indicateurs? Vous sentez qu'ils vont vous demander des hausses gigantesques ou ça se calme? Il y a des contacts, je suppose, déjà qui sont pris. Il y a les tout premiers contacts, mais c'est vraiment trop tôt. Je ne peux pas vous donner de tendance pour l'instant. On en saura plus, je dirais, dans 1 mois et demi. Bon. Vous venez de vous associer avec Carrefour et avec Intermarché pour faire pression justement sur les industriels. Avec Carrefour uniquement, pas avec avec Carrefour Inter uniquement. l'a fait avec Comme ça m'a permis de citer un autre de vos concurrents pour faire pression sur les industriels justement au moment de ces discussions. Mais ça veut dire que il y a aussi parfois des PME qui vous vendent des produits. Ces PME, elles vont peser encore moins face aux mastodontes que vous êtes aujourd'hui. Pas du tout. Notre accord avec Carrefour concerne uniquement 40 multinationales. En aucun cas, ni les ETI, ni les PME françaises. Et les fruits et légumes, on continuera à les acheter nous-mêmes, dans notre centrale à Rungis. C'est 40 multinationales uniquement. Donc, quand vous allez face aux multinationales, vous y allez avec Monsieur Carrefour, j'allais dire Monsieur Bompard de chez Carrefour. Absolument. Quand c'est chez le petit producteur, ce sera directement par rue, AOC délicieux des Pyrénées. dans le respect qu'on leur a toujours accordé. On est des PME, on travaille main dans la main avec les PME. Il y aura pas on ne négociera pas ensemble là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez perdus, Dominique Schecher, des Français qui venaient avant dans les rayons des supermarchés et qui n'ont plus les moyens de venir chez vous parce qu'ils consomment ailleurs, ou alors parce qu'ils vont au Resto du Cœur, ou alors parce qu'ils ont choisi certains de vos concurrents qui sont moins chers. Vous en avez perdu en cours de route avec la vague du Covid ou pas? En l'occurrence, ils se portent plutôt bien et résistent sur le marché. On fait partie des enseignes en croissance, donc nous, on a plutôt gagné des clients. Mais là où vous avez raison, c'est le consommateur français fragmente aujourd'hui sa consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, il fréquentait, on va dire, 3 sources d'alimentation habituelles. Aujourd'hui, c'est plutôt 5, voire plus. C'est-à-dire, je viens acheter ma lessive chez Action, tiens, comme ça je les aurais tous cités. Par exemple. Mes fruits chez Grand Frais. Il va chasser la bonne affaire, la bonne promo, le bon prix, là où il est. Et donc... ça, comment vous réagissez face à ça? C'est-à-dire que les chariots sont peut-être un petit peu moins remplis aussi. Comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui, est-ce que vous luttez d'ailleurs, contre le fait qu'on fait ses courses aujourd'hui dans plusieurs endroits au lieu d'un seul le samedi après-midi avec les enfants? Qu'est-ce qui a beaucoup changé la donne? Nous sommes la seule enseigne sur le marché français, depuis la crise inflationniste, à avoir maintenu, je ne sais pas si vous en souvenez, le fameux panier anti-inflation. Celui qui avait été imposé par le gouvernement. Par le gouvernement. Ouais. On a décidé depuis ce temps-là... Il y a que vous qui l'avez gardé. On est les seuls. 150 produits U à prix coûtant les plus vendus, on ne prend plus de marge dessus. 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine, 2 saisons, français également. Donc voilà, on se bat ligne à ligne sur les produits attendus par les Français. On est aussi chez U très fort sur les produits locaux, régionaux et sur les produits frais. Et donc on fait tout pour accueillir dans des bonnes conditions nos clients et surtout avec de l'origine France. Vous nous avez dit que les consommateurs fractionnent davantage leurs achats entre plusieurs enseignes. Qu'est-ce qui a le plus changé? Une fois qu'ils sont dans l'un de vos supermarchés, qu'est-ce qui a le plus changé? Devant quel rayon ils ne s'arrêtent plus aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils achètent peut-être plus qu'avant aussi? Déjà, il y a un chiffre très intéressant qu'on peut rappeler, c'est un sondage ELAB-LSA. 73% des Français ont ces derniers temps laissé tomber un achat important. Un achat important, c'est changer de voiture, les vacances éventuellement, ou changer un électroménager. Pour se concentrer sur quoi? Sur l'alimentaire. Oui. Et dans cet alimentaire, il y a aussi eu des arbitrages.
les marques distributeurs ont eu plus de succès, la nôtre l'a eu particulièrement, les produits premier prix aussi. La petite bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même, Marc Fauvel, c'est que la consommation alimentaire tient depuis le début de l'année et que là, on a les premiers petits signes de gens qui nous disent, et les études le disent aussi, Ouais. je me suis tellement serré la ceinture ces derniers temps que je me refais plaisir. Donc, je rachète un peu une viande de meilleure qualité, je rachète du fromage à la coupe, etc. Il y a des petits signes, mais infimes, de la donne est en train un peu de changer. Donc, n'étouffons pas ça, Ouais. donnons de la confiance aux Français. Vous m'aviez raconté il y a quelques années, c'était sur un autre plateau, sur Oui. une autre chaîne, Dominique Schelcher, que vous aviez constaté dans les rayons de votre grande enseigne qui se trouve donc dans le Bas-Rhin, qu'il y avait Dans le Haut-Rhin. Dans le Haut-Rhin, pardon, Fessenheim, dans le Haut-Rhin, qu'il y avait de plus en plus de personnes qui achetaient de la charcuterie ou du poisson, je crois que c'était de la charcuterie, qui se rendaient compte du prix sur l'étiquette au moment où ils le prenaient et qui le déposaient avant d'arriver à la caisse. C'est vrai. En se disant, j'y arrive pas. C'est encore le cas aujourd'hui? Ça a été encore le cas pendant cette crise inflationniste. Absolument, on trouvait régulièrement des produits. Et donc, on a multiplié les produits déjà emballés avec un prix marqué dessus pour que ce soit simple dans le budget. Et c'est d'ailleurs une forte raison du succès du Drive. Vous savez, les commandes en digital. Pourquoi ont-elles tellement de succès et progressent-elles à 2 chiffres? Parce qu'en faisant votre commande Drive, vous maîtrisez votre budget. Si vous avez 80 € de budget pour votre semaine, si vous arrivez à 90, vous éliminez 3 produits, vous êtes à 80. Et l'autre raison, c'est peut-être qu'on a un peu moins envie aujourd'hui qu'on a pu l'avoir Moins il de y a des temps, années, moins de pousser tentation. un chariot, On est moins de d'accord. temps, ou On est voilà, d'accord. qu'il y a moins On de... est d'accord. Voilà. Est-ce que le comportement des Français, ce sera ma dernière question, change aussi en fonction du mois? Est-ce que vous constatez qu'une fois que les gens sont payés, ils n'achètent pas les mêmes choses qu'à partir du milieu ou de la fin du mois? Mais complètement. Qu'est-ce Et qui change pendant... ce qui change, c'est que pour 4 Français sur 10, la fin de mois est quand même difficile et cette fin de mois arrive de plus en plus tôt. Donc quand la paye tombe, comme là ces jours-ci, il y a un impact sur les achats et ça devient de plus en plus difficile, non plus le 25 du mois pour certains, mais dès le 15 du mois. Dès le 15 du mois, on sent que c'est difficile. Donc oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat reste un sujet absolument prioritaire et que dans la résolution de problèmes dans les prochains temps, il faut l'intégrer dans la réflexion et notamment, je pense, trouver de l'air sur les salaires. Merci beaucoup, Dominique Schelcher, Merci à d'être venu ce soir sur le plateau de 60 minutes. Je vous laisse donc retourner dans le Haut-Rhin, du côté de Fessenheim, où vous dirigez l'une des enseignes de votre groupe.